Bonjour Emmanuel Carré. Bonjour André Berkoff. Alors vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, vous êtes directeur d'Exilia Communication School. Alors vous avez fait un livre, c'est vrai, et il était bon et il était temps. Il y a eu beaucoup de livres éminemment passionnants sur le Covid, de statisticiens, d'autres d'ailleurs que vous évoquez, de Didier Raoult à Pierre Chaillot en passant par Christian Perron et autres, les médecins, etc., qui, effectivement, ils n'étaient pas nombreux au départ, et nous n'étions pas nombreux au départ à dire peut-être que la doxa, peut-être que le discours dominant n'est pas tout à fait exact, peut-être qu'on peut se poser des questions, justement. Et vous avez fait, effectivement, l'historique de tout ça. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui vous a frappé? Vous avez commencé par le Lancet, on va parler en détail de cela. Mais si avec le recul... qu'est-ce qui apparaît comme les lignes de force, comme vraiment les paramètres dominants de cette stratégie du chaos organisée, institutionnalisée et je dirais même intériorisée? Eh bien, moi, ce qui me frappe, c'est que il y a 6 ans, au mois de mars, le président de la République disait que nous étions en guerre et nous n'avons pas été nombreux à nous poser des questions, à part vous, André Berkoff, hein, qui en avait même posé beaucoup à beaucoup d'invités sur ce sujet et qui, de ce fait, avait été assez vite disqualifié comme journaliste parce que c'était pas bien de remettre en cause toutes les valeurs qui nous réunissaient précédemment, que ce soit la République, que ce soit les valeurs auxquelles on est attaché, que ce soit la science, que ce soit le consentement à certaines mesures par rapport aux masques notamment, ou à l'information qui était délivrée à ce moment-là. Eh ben, il était de bon ton d'être dans le camp du bien, et la ligne de partage, elle a été très vite tracée. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ces constats-là, on aurait pu les faire simplement en relisant les auteurs de la psychologie sociale, de l'anthropologie, qui avaient déjà décrit ces mécanismes depuis une cinquantaine d'années. Et ce qui était frappant, c'est qu'on n'avait pas le droit d'exercer son esprit critique et d'avoir question à tout, mais au contraire, il fallait absolument endosser les réponses qu'on nous imposait d'avoir. Alors justement, cette démarche-là, donnons des exemples, parce que vous en donnez beaucoup dans votre livre, encore une fois, un livre tout à fait passionnant de ce point de vue-là. Prenons quelques exemples, Emmanuel Carré. On pourrait commencer peut-être par le Lancet, qui était la revue scientifique par excellence, qui était la Bible, le Coran, l'évangile, n'est-ce pas, de la science. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est en racontant cette histoire que parfois je fais un peu douter les gens qui disent «Oh, t'exagères, tu vois le mal partout», sans compter les fois où on me dit «Tu es donc un facho d'extrême droite», comme on l'a vu dans vos précédents reportages, puisque c'était assez facile de faire l'amalgame. Le Lancet, voilà une étude frauduleuse, avec des données complètement inventées, qui est paru dans une des plus belles revues scientifiques, les plus sérieuses qui existent au monde, et qui a eu comme effet immédiat de provoquer l'arrêt de toutes les expériences qu'il y avait avec l'hydroxychloroquine. Alors moi, je suis pas médecin et je sais pas si l'hydroxychloroquine ça soigne mieux le virus Oui, Covid, bien sûr, moi non plus, oui. autre chose. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a un jour quelqu'un qui s'est mis devant un ordinateur, qui a ouvert son fichier Word ou autre, et qui a tapé étude apparaître dans le Lancet, et qui a complètement écrit un article. Donc ce type-là était armé d'une intention. Il savait bien ce qu'il était en train de faire. Ouais. Il n'est pas piégé tout seul en disant mince, je me suis trompé dans mes données, puisqu'il a complètement tout inventé, hein, le nombre de personnes, le nombre d'hôpitaux, les pays dans lesquels il était censé collecter les données. Bon, déjà, ça c'est étonnant. Moi, il faut qu'on m'explique quelle était l'intention de celui qui faisait cet article. Ouais. Et ça peut pas être innocent. Oui. À partir de là, cet Oui. article est passé dans un circuit scientifique avec des lecteurs. C'est un peer review, c'est avec ça qu'on nous disait il faut absolument que ce soit lu, de même Tout à que fait. les médecins Lu devaient par des faire. pairs, par des pontes de la médecine, etc., etc. Ouais. Absolument. Et le Lancet, pour ça, était la revue qui était censée pouvoir faire paraître ces avis autorisés. Et bien là, le peer review n'a rien donné. Personne n'a rien trouvé à redire à ces données absolument incroyables. Et l'article est paru.
Dès que l'article est paru, 48 heures après, tous les éditorialistes de la presse et des médias disaient, ça y est, c'est la fin de l'hydroxychloroquine, le chloroquine, qui tuait quand même 10% des gens qui en prenaient. Donc sans aucun recul, il y a eu cette... Oui, c'était la thèse qui était avancée. L'hydroxychloroquine tue. Oui. 10% de ceux qu'on avait pris dans le cadre de ces essais, ce qui est quand même assez significatif. Et puis, automatiquement, une mesure a été prise pour interdire, mettre fin à toutes les expérimentations en cours, et ce, de façon irrémédiable. Et interdire, la molécule. Et interdire la molécule, sauf dans des usages très restreints, et qui montraient du doigt les médecins qui pouvaient vouloir continuer à le faire. Donc, la molécule a été complètement disqualifiée, avec un article qui est manifestement frauduleux. Donc, quand on me dit, mais non, c'est normal, on savait pas trop ce qui se passait, peut-être que les gens ont eu peur, peut-être que c'était pas intentionnel, moi je veux bien, mais qu'on m'explique pourquoi cette étude est parue. Mmh. Alors, justement, maintenant, parlons, il y a eu le confinement. Parlons de comment cette ingénierie sociale, vous dites, il y a qu'à lire effectivement tous les bouquins. D'ailleurs, on peut remonter à Propagande d'Édouard Bernays, le gendre de Freud. On peut remonter à La Fabrique du consensus de Vance Packard et compagnie, La persuasion clandestine et tout. Comment s'est montée cette entreprise d'ingénierie sociale, tout à fait extraordinaire d'ailleurs, avec le soutien, effectivement, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, l'Union européenne, partout, ça a été... Comment vous expliquez, et vous le racontez dans votre livre, mais justement, racontez-le nous, comment vous expliquez cette formidable machine de guerre qui s'est imposée, effectivement, dans les médias, dans l'opinion publique, et chez les médecins de plateau qui passaient un peu partout, etc., et les gouvernants, bien sûr. Je crois que la déflagration, elle a été mondiale, tout le monde a pris peur. Il y avait beaucoup d'anxiété par rapport à la maladie elle-même, qui était inconnue. Et puis, on a complètement fait changer le rôle de tous ceux qui pouvaient normalement intervenir dans ce genre de situation, à commencer par ceux qui avaient mis au point des dispositifs de protection et ainsi de suite. On a pris des mesures qui étaient complètement imprévues, mais comme tout le monde les prenait, et il était de bon ton de prendre les mêmes, sinon il y avait une disqualification. Et dans tous les niveaux de cette chaîne, chacun a cru jouer le rôle qu'on lui faisait jouer à ce moment-là, sachant que la peur venait non seulement du virus, mais aussi du fait de se retrouver mis au banc de la société, comme on l'a vu plus tard dans le traitement des non-vaccinés ou de ceux qui contestaient un peu les mesures en place. Et donc, je pense qu'il y avait deux peurs. Il y avait la peur du virus, qui était une peur un peu primaire, mais il y avait comprendre, personne ne veut mourir, évidemment. Oui, et puis, la démonstration a été faite de façon très répétée, très probante. On avait les chiffres des morts qui s'égrenaient tous les jours. On avait des images qui étaient censées venir de Chine, où les gens, je vous rappelle, tombaient dans la rue, au milieu au milieu de la route. Ce qui n'a jamais correspondu à une situation de mort par le Covid. Mais donc il y avait ces images impressionnantes des balais d'avions militaires qui revenaient en France, des interdictions avec des nouvelles assez spectaculaires, des morgues qui se remplissaient très vite. Bon. Quand on a pris du recul sur tout ça, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été énormément exagérées, mais là il y avait une espèce d'emballement qui faisait que en effet, c'était pas vraiment le moment de douter. Et de fait, en interdisant le doute, en interdisant aussi la fréquentation des autres, la fréquentation des médecins, on se retrouvait isolé en famille, devant son écran de télévision, à écouter tous ceux qui nous disaient qu'on était en guerre et que ça allait très mal, quoi. Oui. Et en fait, c'est intéressant parce que ça a été une acceptation presque universelle. Il y a eu évidemment quelques réfractaires, comme toujours, mais là, impression, attention, vous restez chez vous. Et rappelez-vous, enfin, vous en parlez aussi, les auto-attestations. C'est-à-dire qu'on se signait nous-mêmes des permis de sortie. Oui, alors là, c'est la partie littéralement absurde qui est celle qui, moi, a commencé à me mettre un peu la puce à l'oreille et à réfléchir et à relire des auteurs anciens.
D'ailleurs, je dois dire que j'ai eu le Covid, hein, et j'ai même eu une phase d'hospitalisation. Donc, je veux dire, je suis Ah pas en ouais, train de dire que lui, ça n'a pas existé, hein. bien sûr, bien Mais en sûr. revanche, toutes les Vous vous mesures êtes, qui... pardon, vous vous êtes vacciné, Emmanuel Carré, vous vous êtes fait vacciner à cette occasion, franchement. Eh ben non, puisque le virus était censé m'immuniser. Donc, je l'ai eu plus tardivement, hein, D'accord, voilà. d'accord. Après, j'ai plus besoin de me faire vacciner puisque Vacciné, oui. Ouais, ouais. Et le alors, virus donc, vous avez eu le est immunisé. Covid et Et malgré ça, donc, vous êtes... je savais que la maladie pouvait effectivement être Bah oui, handicapante, oui, des bien problèmes sûr. pour respirer, etc. Mais pour autant, ça n'expliquait pas l'ensemble des mesures absurdes qui avaient été prises et Hmm. qui changent du jour au lendemain. Donc, il y avait cette idée qu'on n'arrivait plus à voir clair dans la nuit, puisque tous les repères étaient systématiquement faussés. Et le premier auteur qui m'est venu à l'esprit, c'est un auteur qui s'appelle Léon Festinger, qui lui a raconté, c'est l'auteur de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et lui, Mhm. il a raconté comment il avait suivi des mouvements sectaires qui avaient parié, enfin pas parié en l'occurrence, qui avaient annoncé la fin du monde à une date donnée. Et puis il est retourné, Léon Festinger est retourné les voir quelques jours après en disant bon bah alors c'est moche, hein, enfin c'est bien, en même temps on est toujours en vie, la planète s'est pas arrêtée de tourner. Et la réponse a été oui, oui, heureusement qu'on a redoublé de prières, parce Mhm. que peut-être que les extraterrestres nous ont entendus, que c'est comme ça qu'on a évité, La fin de la planète, la fin du monde. Hmm. parce que le renoncement à ces croyances, eh ben, est l'activité humaine la plus difficile. Ce qui fait qu'une fois qu'on s'est laissé enfermer, qu'une fois qu'on a consenti à ne pas voir sa grand-mère, une fois qu'on a mis un masque en sortant de chez soi, une fois qu'on s'est auto-convaincu qu'on pouvait se donner le droit de sortir chez soi en écrivant une attestation pour promener son chien, eh bien, dire, il y a peut-être un truc qui est pas normal dans cette affaire, c'est renoncer à tout ce qui fait qu'on a déjà fait tout ça avant. Et ça s'appelle la dissonance cognitive. Et en fait, c'est très douloureux de reconnaître qu'on s'est un peu fourvoyé. Donc, on préfère faire confiance à l'autorité et dire qu'au pire, bah, signer un papier, mettre un masque et faire attention aux autres, ça reste des arguments tout à fait audibles pour vivre en société. C'est ça. Et ça allait jusque, n'allez pas voir vos parents qui ici sont en EHPAD. D'ailleurs, votre père est mort et j'ai eu des amis qui ont eu ça. On ne peut même pas le voir, même voir enfin, le voir s'il est mort. On ne pouvait même pas ouvrir effectivement l'enveloppe dans laquelle ils étaient. Enfin, ça allait très très loin tout ça, hein. Ah oui, oui, il y a eu des choses effroyables au plan humain, hein, quand on sait ce que c'est la perte de quelqu'un de proche ou des personnes qui n'ont pas pu dire adieu à leurs parents, qui n'ont pas pu dire aller refaire un tour dans les EHPAD ou les maisons de retraite qui étaient encore plus que confinées, pendant que sur d'autres plans, il y avait une véritable propagande qui était mise en place pour nous expliquer que tous vaccinés, on était tous protégés, et pour nous expliquer qu'il fallait être attentif à tous les signaux, un peu se méfier de son voisin. Alors justement, dans votre livre que je présente ici, hein, vraiment à le lire, vous parlez un peu de tout cela et je regardais, c'est intéressant parce que rien que les chapitres, vous dites autonomie, transformation sociale, vous parlez du Lancet bien sûr, le masque a été ce qu'a été le masque, mais alors c'est intéressant quand même, chapitre 3, l'art de la soumission par l'absurdité, anatomie d'un dressage collectif. Vous dites qu'il y a eu vraiment un dressage. On a été dressés comme des cobayes, comme des animaux d'expérience, de laboratoire. Oui, on a accepté de se laisser mener par le bout du nez avec des mesures qui étaient absurdes. Vous vous souvenez quand dans les magasins, il y avait des bandes rouges et blanches là, de sécurité qui faisaient qu'on n'accédait plus aux rayons chaussettes? Oui. On pouvait aller acheter de la moutarde, une pomme, mais des chaussettes, non, parce que on avait décidé pour nous ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. Donc les librairies, non, les marchands de chaussures, non, mais tel ou tel magasin, oui, en prenant exactement les mêmes risques en allant acheter des chaussures ou une pomme. Mm. Mais on a décidé pour nous, et j'ai pas le souvenir qu'il y ait des gens qui se soient opposés massivement à ça. Et s'ils le faisaient, de toute façon, leur combat n'était pas relayé et ils étaient discrédités
comme vous l'avez été vous aussi, André Berkoff, parmi les personnalités que je cite et qui se sont retrouvées mis sur un banc des accusés de façon Oui. totalement injuste. Nous l'avons Alors vraiment, nous l'avons supporté, heureusement, on ne s'est pas laissé faire. Mais c'est vrai, ce que vous dites, il y a eu effectivement marginalisation, vous êtes des sulfureux, parce que vous ne suivez pas, c'est ça qui est extraordinaire, vous ne suivez pas la doxa qu'on vous impose. C'est quand même assez étonnant, quoi. Alors que il y a toujours eu des opinions qui peuvent s'affronter. Non, non, il n'y a pas d'opinion là. Vous faites ce qu'on vous dit, vous écoutez ce qu'on vous dit et vous croyez ce qu'on vous dit. eh bien oui, parce que c'est la science qui le disait. Oui, Euh, quelle Donc, science. Oui. eh ben, au nom de cette science S majuscule, qui est en effet celle qui, moi, a bercé mon enfance, mon adolescence, qui m'a donné envie de faire des études, qui m'a fait passer des diplômes universitaires, oui, à l'abri de la science, normalement, on s'approche en partie de la vérité, de la Bien sûr. liberté de penser. Mais à partir du moment où ce concept a complètement été dévoyé pendant toute cette période, hein, pendant quand même quelques années, il y avait, on n'avait pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'on était dans ce que l'école de Palo Alto appelle le double bind. Vous savez, c'est qu'on vous donne deux La contradictions, double contrainte, c'est la ça. double contrainte, Oui. et vous devez faire votre miel de ces deux injonctions qui sont contradictoires. Par exemple, donnez un exemple, justement, Alors, bon, dans la Emmanuel crise, Carré. il faudrait que je réfléchisse. Mais si je vous dis, par exemple, maintenant, Oui. ne m'obéissez pas, Hmm. ben c'est intraitable. Parce que si vous m'obéissez en ne m'obéissant pas, ben quelque part, vous m'avez pas obéi, donc Oui. j'ai gagné. Donc je vous C'est sanctionne. Oui. Hmm. c'est un jeu de qui perd gagne. Et de la même façon, beaucoup de gens ont arrêté de réfléchir, et c'est comme ça que ils ont un peu perdu la bataille, parce que c'était plus facile de consentir Eh oui. à cette autorité qui s'exprimait au nom du bien-être collectif et au nom de la science, même si les intentions sous-jacentes n'étaient pas nécessairement celles-là. Et les intentions sous-jacentes, elles sont pas forcément issues d'un complot avec Hmm. des gens qui se mettent dans une cave avec des grands chapeaux pointus et qui se frottent les Bien, mains. bien Hein. sûr, bien sûr. C'est un ensemble c'est comme un jeu de flipper, c'est un ensemble de mouvements qui ont fait que beaucoup de projets qui étaient en réserve ont vu le jour à ce moment-là. Le fait de pouvoir se signaler avec son téléphone portable, le fait d'accepter d'avoir des QR codes, le fait de Hmm. pouvoir travailler à distance avec des écrans, tout un tas de dispositifs étaient prêts à l'emploi et bon, ça n'a pas été perdu pour tout le monde, il y a eu cette grande accélération. Et je pense quand même, mais sans être complotiste, que l'industrie pharmaceutique a vu d'un bon œil l'idée de gagner plusieurs centaines de milliards d'euros Hmm. grâce au vaccin. Il faut le rappeler, c'est vrai, c'était le chiffre d'affaires était monté à des centaines de milliards d'euros, vous avez tout à fait raison, et ça n'était pas perdu pour tout le monde. Mais donc, on peut dire, encore une fois, il n'y a rien de complotiste, c'était une expérimentation in vivo planétaire, encore une fois, c'était à l'échelle du monde, c'est peut-être la première fois ou une des premières fois dans l'histoire, de voir comment, en fait, on peut remonter loin, vous parlez d'il y a 50 ans, mais on peut remonter à 1571 au traité de la servitude volontaire d'Étienne la Boétie, je crois. Absolument. Ce sont les mêmes mécanismes qui étaient à l'œuvre, avec des revirements permanents. Alors dans le livre, vous avez pu le remarquer, je cite pas des noms, je jette pas des noms en pâture, à part ceux que je souhaite un peu réhabiliter, mais je parle pas ni d'Olivier Véran, ni d'Emmanuel Macron, ni de qui que ce soit, mais on se souvient quand même que à quelques jours d'intervalle, Emmanuel Macron partait avec Brigitte Macron au théâtre. Il fallait qu'on soit insouciant, qu'on soit heureux, et ce virus allait pas nous toucher. Et quelques jours après, il fallait qu'on soit confiné. Mais c'est pas grave, les masques servaient à rien. Mais quelques jours après, si on n'avait pas de masque, on payait une amende de 135 euros, et ainsi Ouais. de suite. Et quelques jours après, il fallait mettre un masque dans tel ou tel contexte, mais si on prenait un café assis debout, c'était plus pareil. Donc c'est ce dérèglement psychologique C'est ça. qui a fini par atteindre chacun d'entre nous
et mettre des barrières qui étaient plus du tout raisonnables entre nous, hein. Les fameux gestes barrières, en effet, ça a verrouillé la relation entre les gens qui vivaient dans une même communauté, quoi. Et ça allait très loin, vous avez raison, vous parlez des injonctions contradictoires et de cette double contrainte, mais c'est quand c'est arrivé au point, et c'est aux spécialistes de la communication que je m'adresse, je me souviendrai longtemps, et je crois que je ne suis pas le seul, de cette vidéo qui passait sur tous les écrans, des chaînes en continu, du service, tout ça. On voyait une petite fille embrasser sa grand-mère, et l'image d'après, la grand-mère était intubée. C'est-à-dire que tout se passait comme si la petite, dont on savait qu'il n'y avait aucun risque, avait contaminé, empoisonné et passé le Covid à sa grand-mère. Oui, oui. Ah oui, oui, la culpabilité a joué à plein. Donc après, avec l'idée de ne pas se déjuger, de ne pas dire qu'on a peut-être commis des erreurs, qu'on est peut-être allé trop loin, plus on avance, plus on rajoute des signaux qui montrent qu'on a eu raison. Et ça a continué au-delà, puisqu'on a encore aujourd'hui des... Alors, c'est moins vrai maintenant parce que les choses se sont un petit peu apaisées sur le plan éditorial, mais on a encore récemment des études qui expliquent de façon très précise combien de morts on a évité grâce à telle mesure, grâce au vaccin, grâce à telle disposition qu'on avait pu prendre. Alors que c'est absolument invérifiable, que c'est fait parfois selon des modélisations qui se prétendent elles aussi scientifiques, et délivrées par des personnes dont on n'a jamais remis en cause les propos complètement contradictoires qu'ils ont pourtant tenus pendant 3 ans. Et ce serait pourtant facile de les reprendre un par un. Je sais que sur Twitter, il y a des comptes qui le font et qui le mettent en évidence, mais il y a vraiment eu un chapelet d'âneries qui a été déversé et qui a contaminé tout le monde, y compris cette pub macabre qui forcément allait rassurer personne, hein. Puisqu'on Bien sûr. ne devait pas être très loin de Noël, donc vous imaginez la petite fille qui va provoquer la mort de sa grand-mère si elle s'approche trop, c'est quand même un petit peu intimidant, hein. Et rappelez-vous, vous mangez au salon, les grands-pères à la cuisine et les autres peut-être sur le trottoir. Enfin, c'était pas mal. On allait loin. Et alors, vous parlez de ça. C'est intéressant parce que où est-ce qu'il y a eu de l'autocritique? Où est-ce qu'il y a eu des gens qui, alors que c'est humain, qui se sont dit, écoutez, oui, on s'est trompé. Voilà, on s'est trompé, on le reconnaît. On n'a pas eu beaucoup de voix, hein, de reconnaissance de cela. Non, sauf très très marginal et sur des détails, mais au contraire. Alors l'argument qui peut revenir, c'est oui, mais on savait pas tout, on a fait le maximum, mais objectivement ça ne tient pas. Il y a eu quand même une escalade d'engagement. Ça aussi, ça fait partie des concepts qui sont analysés en psychologie sociale. Je vous redonne un exemple concret. Oui. Si vous attendez un bus au bout de 20 minutes, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là? Il vient pas ce bus, quelle décision je prends? Eh bien, en l'occurrence, plus vous avez attendu, plus vous risquez encore d'attendre, parce que ça serait vraiment trop bête de Oui. tourner les talons et que le bus arrive au bout Alors de que la le rue. baisse arrive, oui. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle une escalade d'engagement. Et de la même façon, dans la gestion de la crise Covid, on a continué à rajouter des engagements et des surengagements pour montrer qu'on avait décidément bien fait de faire l'anomalie d'avant, quoi. Et alors, Emmanuel Carré, justement, vous parlez de tout cela, vraiment, vous parlez de la machine à disqualifier, la neutralisation du débat, on en a parlé, effectivement, non, taisez-vous, vous ne savez rien, nous les sachants, nous savons, et au prix d'une trahison de la science, c'est question à tout, la science n'est pas quelque chose de fermé. C'est-à-dire, on a, en fait, quelque part, on a fait de la science une religion, enfin, on a transformé la science en religion. Vous croyez ou vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, vous êtes un mécréant. Vous êtes un mécréant, donc vous commettez des blasphèmes et l'Inquisition va mettre de l'ordre à tout ça. C'est ça. Là, ça me donne l'occasion de saluer la mémoire de Luc Montagnier, hein, quand même, Oui. qui est pendant cette période-là, et dont aucun média ne s'est fait l'écho de la disparition. Tout à fait. Voilà. Et bon, et ceux parmi les vivants, il y en a bien d'autres qui ont été montrés du doigt. Bon, il y a un chapitre dans lequel je m'amuse à montrer comment le professeur Raoult a été traité par les médias parce que c'est devenu un personnage de l'infotainment, hein. Oui, c'était... Non, mais je veux dire, ce professeur pensait ce qu'on veut, mais il n'y a qu'à regarder sa bio, on le traitait de charlatan, hein, je veux dire, alors que... De criminel. De criminel, oui, non, mais C'est c'est... un criminel. Ouais.
Et en Donc, fait, Emmanuel Carré, est-ce qu'à votre avis, au fond, cette expérience, ce n'est pas fini, mais effectivement, beaucoup de choses sont passées aux États-Unis. On voit les procès commencent à arriver. Robert Kennedy Jr. a été nommé ministre de la Santé. Il fait quand même un travail. C'est lui qui a le premier dénoncé Fauci et compagnie, enfin le ministre de la Santé de l'époque, enfin pas le ministre officiel, mais le vrai. Euh, et l'OMS, ne parlons pas de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Vous pensez qu'on a maintenant pris la mesure des choses ou au fond une expérience pareille, dans un autre domaine d'ailleurs que le Covid, peut au fond se remettre en place et s'actualiser et dominer? Ça vous paraît possible? ah, oui, 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 oui. Hmm. Alors peut-être que ce ne sera pas à nouveau avec un virus, quoique Non. il y a quand même eu des tentatives avec la dermatose bovine. Qu'est-ce qu'on a eu le truc des singes là, j'ai oublié la Oui, variole du. la variole du singe, oui. Je sais pas si on pourra revenir Non, mais dans à un d'autres domaines, virus. ça peut être dans d'autres domaines. Oui. Ah oui, 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 oui. Bah, ça a été, pour moi, là, je parle à titre personnel, ça a été la grosse claque que je me suis prise par rapport à la façon dont j'observais le monde autour de moi. Ouais. Là, tous les phares se sont éteints dans la nuit, véritablement, hein. Et je me suis rendu compte que sur tout un tas de sujets, il faut avoir question à tout. Il faut Mm. se demander, cette information, elle vient d'où? Qui l'a produite? Qui l'a commanditée? Tiens, il y a une enquête, alors c'est quelle université? C'est quelle revue? Cette revue, elle est financée par qui? Je pense qu'il faut qu'on se pose des questions à la fois sur Tout à fait. l'histoire, mais aussi sur ce qui est en train de se passer, j'en sais rien, sur le dérèglement climatique. Oui. Ou par exemple, ou par exemple, toutes ces associations financées par l'État, en tout cas certaines, d'où vient l'argent, où il va, puisque c'est aussi notre argent, enfin l'argent du contribuable. Et de savoir, enfin, on l'a vu avec, c'est même pas les fraudes, enfin les extraordinaires mouvements quand même, que ce soit d'argent ou d'hommes, que personne ne contrôle. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a contrôlé pour dissimuler l'absence de contrôle dans les vrais rouages du pouvoir, quoi. Il y a eu ça. On peut le voir comme ça, mais on a quand même introduit ce qu'on a appelé les fact-checkers Oui, dans le dispositif. Donc c'était quand même assez particulier puisque les fact-checkers sont censés faire le boulot que font normalement les journalistes, hein, bien sûr. c'est dans la règle du jeu, Bah, c'est et le aller meilleur moyen. revérifier une deuxième fois. Mais sauf que sur beaucoup de sujets, la vérification tombait à plat parce que les sources qu'ils utilisaient pour vérifier étaient elles-mêmes complètement polluées par des messages contradictoires. Mais parce Je que, prends l'exemple Emmanuel... Oui, allez-y. de Wikipédia, Oui, euh, ne relaie l'information qui a d'ores et déjà été sourcée par un organisme habilité à le faire. Donc, oui, dès lors que vous arrivez à corrompre un petit peu un des organismes habilités tout à à fait. diffuser une information dans la presse, alors l'information devient officielle, elle peut être remise sur Wikipédia et là, elle est indéboulonnable puisqu'il y a une source d'un des médias qui l'a cité en premier. Tout à Donc, fait. ce qui fait qu'on arrive on arrive à des pages qui sont complètement fantaisistes, mais on ne peut pas corriger les textes parce que des fact-checkers ont donné leur imprimatur, puisqu'on Tout parlait à de fait. remise. Mais parce que Emmanuel Carré, ce ne sont pas des fact-checkers, ce sont des fake-checkers qui sont, je ne dirais pas payés, je ne vais pas jouer, je ne sais pas par qui ils sont financés et autres, mais c'est évident, on l'a vu, on ne va pas citer des noms non plus, mais on a vu des gens qui étaient au service de tel ou tel pouvoir, au service de telle ou telle idéologie. Donc ce ne sont pas des fact-checkers, ce sont des fake-checkers. Alors, je pense que quand on fera la conclusion de tout ça, on arrivera à cette conclusion, André Berkoff. Mais pour l'instant, moi, je suis surtout frappé par le nombre de gens qui ont continué et encore aujourd'hui à leur faire confiance Mm. et qui sont malheureusement de bonne foi face C'est vrai, c'est à vrai. ces informations. Donc, on pourrait même avoir un fact-checker d'une nouvelle génération qui, voulant se mettre un peu l'image de ces modèles, continuera à faire la même chose parce que, en fait, ça définit le camp du Du vrai, bien, camp du du vrai. bien, de la bien-pensance pour le Ouais. moins. Et j'ai des amis très proches avec qui j'ai eu des débats vifs parce que je les ai, mais enfin, quand même, tu te rends bien compte il y a une anomalie ici, là. On avait Mhm. fait
parfois les mêmes études et on pouvait vraiment, mais on pouvait pas en parler. Parce que on avait affaire à j'avais affaire à des amis qui avaient l'habitude de voir le monde sous un certain jour, aller vérifier l'information sur Wikipédia, aller écouter telle chaîne de télé ou de radio en qui ils avaient confiance, sur laquelle était débité tout un tas d'âneries, quoi. Tout à fait, mais je vais aller Emmanuel Carré là-dessus. Moi, j'ai payé pour voir. Ma fiche sur Wikipédia est tout à fait parlante, mais la seule chose qu'on pourra faire, c'est la pluralité. Par exemple, aujourd'hui, ça ne suffit pas, mais il y a Grokipédia, qui a été lancé par Elon Musk, enfin la chaîne d'Elon Musk. Et moi, je peux remarquer, à titre purement personnel, on peut comparer ma fiche sur Wikipédia, qui est bourrée de fausseté, de fake, et ma fiche sur Grokipédia, qui est quand même, et encore une fois, je ne sais pas qui a fait ou quoi que ce soit, mais qui est beaucoup plus, je dirais, en tout cas, beaucoup plus proche de la réalité. Et ça, je prends mon exemple, il y en a des milliers d'autres. Je pense que la seule chose qui peut nous poser au-delà de nos histoires personnelles, c'est la pluralité. C'est que quand vous consultez plusieurs sources et pas une seule. Une seule ne vous donnera jamais votre réponse complète, je crois. Absolument. D'où le titre de l'ouvrage qui vous rend hommage, hein, André Berkoff, parce que c'est aussi parce que vous avez continué à poser des questions, que vous aussi vous avez cherché plusieurs sources, que pendant cette période, heureusement, il y a des personnes qui, moi, m'ont réconforté, m'ont donné confiance, m'ont fait dire, bon, t'es peut-être pas tout seul dans ton coin à voir qu'il y a des choses qui fonctionnent pas normalement. En tout cas, je dirais vraiment lisez ce livre. Il vous dira beaucoup de choses encore qui ne sont pas assez connues, qui devraient l'être. Et surtout, c'est un très bon antidote à la pensée, à la doxa, à la pensée imposée et à la pensée robotisée. Attention à la pensée Playmobil et attention à la pensée robot. Donc, Emmanuel Carré, merci. Merci, André Berkoff.